Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantar. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, prenons EasyJet et rendons-nous à Canossa. D'un point de vue géographique, Canossa est situé dans la région d'Émilie-Romagne, plus précisément dans la province de Reggio d'Émilie, au nord de l'Italie. La commune se trouve dans une zone de collines à la transition entre la plaine du Pô, au nord, et les premières chaînes des Apennins, au sud. Le territoire de Canossa présente un relief accidenté et vallonné. Le célèbre château de Canossa, qui domine la région, est d'ailleurs bâti sur un éperon rocheux à environ 560 mètres d'altitude, offrant une vue stratégique sur la vallée en contrebas. La région est traversée par plusieurs petits cours d'eau, des affluents du Pô, qui creusent des vallées dans le paysage vallonné. Un paysage typique des contreforts des Apennins, avec des collines verdoyantes, des forêts de feuillus et des zones agricoles. La position stratégique du château sur une colline escarpée explique en partie pourquoi la comtesse Mathilde de Toscane l'avait choisi comme résidence et forteresse inexpugnable. Bon, je vous dis tout ça, mais vous le comprendrez, nous n'allons pas littéralement à Canossa. Non, c'est une figure, c'est une expression. Aller à Canossa. Nous sommes en 1050. Henri IV est l'empereur du Saint-Empire romain germanique jusqu'à sa déposition en 1105. C'est un membre de la dynastie des Salias qui règne sur l'un des empires les plus puissants d'Europe. Son règne est marqué par les luttes de pouvoirs internes avec les princes allemands, mais surtout par sa confrontation avec l'Église. Une confrontation qui portera même un nom, la querelle des investitures. La querelle visait en fait le pape Grégoire VII et portait sur le doigt de l'empereur à désigner les évêques et les abbés. Une pratique que le pape considérait comme une ingérence laïque dans les affaires de l'Église. Jusque-là, il a raison, le pape Grégoire. Après avoir tenté en vain de déposer le pape, Henri IV fut excommunié. Craignant de perdre le soutien de ses vassaux, il fut contraint de se soumettre publiquement. C'est en 1077 qu'il fit le célèbre voyage à Canossa, où il s'humilia en attendant 3 jours dans la neige devant le château du pape pour obtenir son pardon. Il fallait pas l'emmerder, le souverain Grégoire. Oui, parce que notre ami Grégoire, il est puissant. Il dirige l'Église d'une main de fer. Il est le principal instigateur d'un mouvement de réforme de l'Église connu sous le nom de réforme grégorienne. L'objectif principal était de restaurer l'indépendance de l'Église face au pouvoir laïque, de lutter contre le nicolaïsme, le mariage des prêtres, et la simonie, le trafic des biens d'Église, et d'affirmer aussi la primauté du pape sur l'ensemble de la chrétienté. Ça vous pose le bonhomme. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. En 1075, il rédige même un recueil de 27 propositions, les Dictatus Papae, dans lesquels il énonce la supériorité absolue de l'autorité pontificale, y compris sur celle des empereurs. C'est le point de départ de la querelle des investitures. Grégoire VII s'opposa farouchement à l'empereur Henri IV, qui continuait de nommer lui-même les évêques et les abbés de son empire. Le pape décide donc d'excommunier l'empereur, le déliant ainsi de son serment de fidélité et poussant ses vassaux à la révolte. C'est donc pour obtenir la levée de cette excommunication qu'Henri IV a dû se rendre au château de Canossa en 1077 pour implorer le pardon du pape. Bon, je vous fais pas un dessin. Le roi arrive dans le château, il a dû attendre 3 jours dans le froid, pieds nus, gelé, vêtu d'une simple chemise en poil.
avant que Grégoire VII ne daigne le recevoir et lui accorder son pardon. Cet acte d'humiliation a marqué les esprits et est resté dans l'histoire comme un symbole de soumission. Si l'épisode reste célèbre, la formule « aller à Canossa » en tant que telle ne fut consacrée qu'à partir de la fin du XIXe siècle, lorsque des tensions éclatèrent entre le chancelier allemand, Bismarck, et le Vatican. Un nouvel épisode de crispation pour les pouvoirs politiques et religieux qui ne fut pas sans rappeler le conflit des investitures. Au terme d'un discours entré dans la postérité qu'il prononce en 1872 devant le Reichstag, le Parlement allemand, Bismarck utilise l'expression « Nous n'irons pas à Canossa » pour affirmer fermement son refus d'abdiquer devant l'autorité ecclésiastique. Cette déclaration donne naissance, en allemand et dans d'autres langues européennes, à l'usage courant de la formule « aller à Canossa » comme synonyme de subjugation publique et d'humiliation, et en tant que métaphore de la répugnance à plier l'échine et à s'excuser de manière indigne. Donc aujourd'hui, si on vous dit d'aller à Canossa, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas pour des vacances. C'est l'expérience d'une humiliation infligée par autrui ou par un concours de circonstances impliquant souvent un acte de contrition au cours duquel on admet ses erreurs et l'on demande pardon d'une manière dégradante ou avilissante. En résumé, quand on va à Canossa, on va demander pardon ou on va reconnaître ses fautes, mais de façon humiliante. Mais alors, entre Henri IV et Grégoire VII, l'histoire ne s'est pas arrêtée à l'épisode de la pénitence de Canossa. Bien que cet épisode soit une victoire symbolique pour le pape, le conflit s'est poursuivi entre les deux hommes. Et ouais, ils ne s'aimaient vraiment pas, ces deux-là. Quelque temps plus tard, Henri IV s'est vengé en nommant un antipape et en assiégeant Rome, forçant Grégoire VII à fuir en exil à Salerne, où il mourut en 1085. Ces derniers mots auraient été « J'ai aimé la justice et haï l'iniquité, c'est pourquoi je meurs en exil ». Son œuvre de réforme fut poursuivie par ses successeurs et a profondément redéfini les rapports entre l'Église et les États. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une autre expression. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.